you know that the very first assembly of photographs to create a motion picture was a 2-second clip of a black man on a horse? And that man is my great-great-grandfather. Great. There's another great-grandfather. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et ce soir, l'espace d'une vidéo rituelle si je puis dire, puisqu'elle a lieu chaque année, il est temps de réaliser le bilan de cette année 2022, très belle année cinématographique. Et pour commencer, quoi de mieux que de nous lancer dans le top. Alors, j'ai pas fait 10 parce que comme je dis, très belle année il me semble en tout cas, j'ai fait un top 15 plutôt que 10 parce que j'avais tellement de choses, j'avais envie de faire un petit topo pour reposer un petit peu ce qui... pour le coup cette année m'a le plus plu, que j'ai un petit peu élargi le top, et en plus il y a des ex-aequo, donc je triche un petit peu avec le concept, mais l'idée est de vous proposer ce que j'ai vu de meilleur au cinéma cette année, et encore une fois, quelle belle année. Et puis il y aura une seconde vidéo, un passage avec les mentions honorables au passage, là on commence d'abord par le top, puis ensuite par les mentions honorables, parce qu'il y a pas mal de films que je voulais quand même signaler, malgré le fait qu'ils soient restés, si je puis dire, aux portes de mon top. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne écoute ou un bon visionnage, et puis je vous dis à très vite, des gros bisous, c'est parti pour le top. Épique et viscéral, violent et sanglant, contemplatif et intimiste, le troisième long métrage de Robert Eggers s'éloigne quelque peu de l'horreur en conservant le côté folk, centre névralgique de son premier triptyque si l'on peut dire, et s'attaque au revenge movie mythologique et psychanalytique entre Conan et God of War. Posant et composant des cadres somptueux et profondément picturaux, proposant des plans séquences superbes et puissamment immersifs, jouant continuellement de la colorimétrie et de la lumière pour amener une richesse graphique hallucinante, Eggers illustre avec maestria un conte islandais sombre et cruel, nuancé dans ses enjeux et trajectoires de personnages, beau à tomber, qui finit par devenir un incroyable livre d'images, gorgé de fureur, bestial, toujours sur le fil du grotesque dans ses outrances et fulgurances fantastiques, desquelles émane une poésie unique. Olivia Wilde mène admirablement sa barque grâce à une mise en scène très inspirée, tantôt joliment émotionnelle, sensitive et viscérale, tantôt plus contemplative et puissamment symbolique. Jamais elle ne cède à une tendance actuelle à la surexplication, préfère raconter son histoire avant tout à l'aune des images qu'elle convoque. Très Hitchcockien sur le fond comme sur la forme, empruntant avec humilité à tout un pan du fantastique, de l'anticipation et de la rétro-SF, témoignant d'une maîtrise indéniable de son sujet, Don't Worry Darling parvient à concilier le pur divertissement gorgé d'émotions fortes avec la critique sociale acerbe, le thriller horrifique parano et anxiogène, baignant dans un contexte solaire, on n'est pas si loin d'ailleurs de Midsommar à certains égards, l'incroyable Florence Pugh achevant de tisser du lien, avec l'élégante et subtile déconstruction du patriarcat. Indéniablement, l'une des très belles surprises complètement inattendues de 2022, impeccablement photographiée, brillamment interprétée, qui, avec le Men de Alex Garland, dont il sera question plus tard, propose un bouleversant portrait de femme soumise au désir de pouvoir pathologique du mal, certainement ce que j'ai vu de plus juste en la matière depuis le début de cette année. Excellente variation sur l'apocalypse zombie et presque adaptation officieuse à Taïwan du Crost de Garth Ennis, The Sadness se révèle une satire sociale et politique au relent de Covid-19 particulièrement méchante,
pas toujours réussie, mais suffisamment cruelle et retorse pour graver moult images déviantes sur la rétine. Très gore, ultra violent, sexuellement vraiment tendu, l'ensemble a des petits airs de catégorie 3 dans son excès constant, ses outrances grotesques, offre une déclinaison du film d'infecté originale et extrême, si tant est que l'on n'a jamais croisé sur sa route son alter ego comics. Rob Jabaz ne se pose quasi aucune limite, et c'est vraiment très cool, se permet pas mal de ruptures de ton bien senties, parvient à poser un climat d'urgence et de panique vraiment anxiogène. Après, cela reste un brin maladroit, on a un ressenti d'un enchaînement de vignettes horribles, de situations dégueulasses, qui mises bout à bout ne parviennent pas à trouver une fluidité exemplaire. Le rythme est bancal, les 45 premières minutes sont trépidantes et captivantes, la seconde moitié s'essouffle un peu, s'égare notamment lors d'un monologue un peu trop surexplicatif, jusqu'à un final pour le coup vraiment très touchant. La mise en scène est efficace mais peine cependant à trouver une identité propre, cela reste un premier film, demeure plus souvent illustrative que véritablement porteuse de sens. The Sadness est donc un objet très réjouissant malgré ses quelques défauts qu'on lui pardonne volontiers étant donné sa générosité et son humilité, qui se prend de temps à autre les pieds dans le tapis, mais témoigne d'un mauvais goût absolument jubilatoire et dépeint un indéniable climat d'asphyxie sociale et d'infinie tristesse qui ne semble trouver une réponse paradoxalement rassurante que dans une explosion cathartique. Incroyable comédie de science-fiction, unique, hallucinante visuellement, débordante d'idées folles à chaque image, poétique, vertigineuse philosophiquement, Everything, Everywhere, All at Once est une déclaration d'amour bouleversante au cinéma qu'elle ne cesse de visiter en long, en large et en travers, proposant des genres et des formes multiples, une approche fondamentalement multidimensionnelle, imposant l'imaginaire comme ultime rempart face à l'absurdité de l'existence. Sa candeur et sa naïveté constituent une note d'intention belle à tomber, mais cache un propos bien plus sombre et désespéré, difficile de ne pas succomber tant la générosité est grande, les émotions brassées salutaires, et Michel Yeo est magnifique. Une petite pépite introspective, merveilleusement absurde, drôle, tendre, et avant tout, définitivement fun, et qui fait un bien fou. Totalement cueilli et conquis par la digression de David Bruckner sur l'univers de Hellraiser, qui parvient très intelligemment à opter pour une approche plus grand public, moins clivante qu'elle n'aurait pu l'être pour mieux, progressivement, insidieusement, nous faire pénétrer les rouages beaucoup plus subtils et ambigus de sa mythologie. Usant dans un premier temps d'un archétype de thriller fantastique somme toute classique, basculant de le slasher en huis clos, le dernier acte propose l'ouverture diégétique épique attendue en offrant des visions ambitieuses et spectaculaires et raccordant avec la philosophie de Barker avec beaucoup de pertinence. Bruckner est homme de grand talent et sa mise en scène est, comme toujours, très élégante, pleine de fulgurance, arrive à concilier à merveille l'intime et le cosmique, l'horreur et la poésie, le fantastique et la dark fantasy. Hellraiser version 2022 est une très belle série B de luxe, noble, passionnée, déférente, les références ne sombrent jamais dans le fanservice stérile, très soigneusement écrite, de loin le meilleur opus derrière les 2 premiers épisodes qui, je le rappelle à mes yeux, constituent une seule et même œuvre, qui manque peut-être un brin de déviance, mais expose de si beaux instants inédits jusqu'alors dans la saga qu'on peut lui pardonner ses quelques maigres défauts. Shooté en 16 mm, quel plaisir! A Wounded Fawn est une œuvre complètement fascinante, poétique et surréaliste, aux fulgurances expérimentales absolument captivantes. Débutant comme un thriller psychologique de psycho-killer contemplatif, le second chapitre du 3e film de Travis Stevens bascule brutalement dans le trip biz gore étrange, Evil Dead n'est pas loin, et pour cause notre tueur s'appelle Bruce, qui s'engouffre dans une brèche mythologique assez unique dans le genre,
servant autant le délire psychanalytique et mystique de l'œuvre que sa réflexion passionnante questionnant notre rapport morbide à l'art. Les visuels fantastiques sont, à ce titre, particulièrement réussis, assez génialement grotesques, hybridant le théâtre grec antique, le body horror dans un magma psychédélique hypnotique. A Wounded Fawn est pour moi d'emblée un petit coup de cœur, complètement imparfait, mais délirant et dérangeant qui s'illustre en fable féministe vengeresse à l'esthétique old school tordue, très joliment inspirée. Une très belle surprise que ce barbare, une pincée de Shyamalan, un soupçon de massacre à la tronçonneuse et surtout une bonne dose du sous-sol de la peur pour un ensemble assez étonnant, imprévisible, très joliment et soigneusement mis en scène et surtout écrit avec malice et inventivité, multipliant les ruptures de ton avec une fluidité parfois désarmante. Tout cela est concocté avec un grand talent par un réalisateur jusqu'alors anonyme de comédie. Le deuxième segment du film lui emprunte d'ailleurs son rythme avec beaucoup de pertinence, qui témoigne indéniablement d'un amour indéfectible pour l'horreur et les références prestigieuses qu'il convoque. Le discours sociopolitique est vraiment très bien servi par le récit, mais ce qui compte avant tout, ce sont les émotions véhiculées par les personnages. Les situations et la mise en image impeccables, et comme je le dis souvent, dès lors qu'à la fin d'une œuvre de monstre je ressens une empathie profonde pour la créature, alors pour moi c'est gagné. Et ici c'est le cas. L'inversion des valeurs est réussie. Œuvre absolument fascinante et extrêmement dérangeante, Bruno Redal est un portrait à la fois pathétique et touchant, réalisé par un artiste à la démarche anthropologique, une plongée vertigineuse dans l'esprit d'une pauvre âme en proie à ses pulsions. Proposant un naturalisme cru et tendant vers une forme d'objectivité, le premier long métrage de Vincent Leport impressionne par sa rigueur, son absence de concession et surtout sa grande pudeur, notamment lorsqu'il s'attelle aux éléments les plus glauques de son récit. Un film très étonnant sur le fond et sublime sur la forme qui joue, non sans sadisme avec notre processus d'identification, se perd parfois dans quelques digressions poseuses, mais témoigne avant tout d'une sincérité bouleversante, particulièrement incarnée par l'extraordinaire Dimitri Doré et d'une sensibilité à fleur de peau. Un drame historique et criminel passionnant, intimiste, jamais voyeur, toujours juste vis-à-vis de ses personnages. Vesper Chronicles est un véritable bijou de post-apo qui convoque autant Nausicaa que des concepts et visuels totalement cronenbergiens, mais ne se laisse pour autant jamais dévorer par ses références, trouve sa propre voix, complètement étrange et poétique, particulièrement sombre et inquiétante, le tout en affichant une ambition folle. La diégèse fascinante s'étend à merveille hors des limites du cadre, par-delà l'imaginaire du spectateur, offre des images vertigineuses et nous en inspire d'autres pendant et après le visionnage, bien plus étonnantes encore. Difficile de ne pas être irrémédiablement happé par cette épopée, belle et violente, contemplative et trépidante, soutenue par un score des plus envoûtants, par des effets spéciaux minimalistes, mais extrêmement convaincants, nous menant à la lisière du body horror. Le casting est super surprenant et fonctionne à merveille, et la jeune héroïne en particulier est absolument bouleversante de courage et de détermination. Un voyage à la bizarrerie ravissante, à l'esthétique soignée et novatrice, quand bien même elle est référentielle, au discours écologique nécessaire et salutaire, qui déclare son amour à une nature qui se meurt, mais trouve toujours son chemin, avec ou sans l'homme, cela ne dépend que de lui. Les Nuits de Mashhad, ou Holy Spider, ça défonce. Thriller politique d'une noirceur abyssale, qui me fait étrangement penser dans sa démarche résolument sociologique à un Memories of Murder ou à un Que Dios nos perdone, et être comparé à Bong Joon-ho et Rodrigo Sorogoyen n'est pas la moitié d'un putain de compliment. Le troisième long métrage de Ali Abbasi, qui officiera d'ailleurs bientôt sur la série de Last of Us, est un véritable coup de boule en pleine tronche, pas véritablement l'autopsie d'un psycho-killer, mais davantage celle d'une société qui finira par légitimer ses actes. Absolument terrifiant de réalisme et criant de vérité, le film ne nous épargne pas grand chose, optant pour une approche quasi documentaire et ultra immersive,
jouant à merveille avec des longues focales afin de révéler le climat anxiogène, la paranoïa qui règne dans les rues de Téhéran. Ajoutons à tout cela une profondeur de champ souvent réduite, faisant la part belle aux silhouettes menaçantes évoluant autour de l'héroïne. Le tout est souvent filmé caméra à l'épaule pour mieux saisir une forme d'insaisissable. La seconde partie de l'œuvre est de loin la plus ahurissante, s'extrait de la mécanique du thriller urbain et de la traque, à proprement parler, pour prendre un net recul sur le fond comme sur la forme, s'intéresse moins aux individus qu'à la portée de leurs actes sur le groupe, mettant à jour les rouages, broyant les individus. Indéniablement, l'un des grands films de 2022, puissamment féministe mais violemment pessimiste. Synthèse absolue de l'œuvre de son auteur, Les Crimes du futur est aussi une excroissance étrange de l'essai expérimental éponyme de 1970 et une sorte de tumeur créatrice poussant de l'organisme complet constitué par Vidéodrome et Existence. L'hybridation de l'ensemble de la carrière de Cronenberg est d'autant plus fascinante qu'elle ouvre de nouvelles perspectives à la nouvelle chair, revient irrémédiablement encore, de façon étonnamment viscérale, ce qui tranche indéniablement avec ses derniers travaux dont l'abstraction thématique nous avait considérablement éloigné d'un traitement graphique charnel, du pur body horror somme toute, genre dont il fut le théoricien mais également le performeur le plus brillant. Les Crimes du futur demeurent un trip exigeant, difficile d'accès donc, radical sur le fond comme sur la forme, pas vraiment du genre mais à la croisée de plusieurs d'entre eux. Un monstre complètement fragile, imparfait, mais on ne peut plus captivant, fourmillant d'images saisissantes et inoubliables, qui questionnent évidemment notre rapport au corps, à la nature, à l'art, et donc à la création, avec une pertinence folle, une véritable expérience qui, par l'exercice de retour sur lui-même d'un artiste, touche quelque chose de finalement définitivement universel. George Miller est un conteur extraordinaire, et 3000 ans à t'attendre est son œuvre somme, dans laquelle chaque image recèle 1001 histoires qu'il laisse le soin au spectateur d'aller explorer. La mise en scène est folle, ébouriffante, elle convoque un imaginaire complètement débridé, débordant d'émotions. Les récits imbriqués les uns dans les autres qui se dessinent sur le désert, qui, comme dans Mad Max, fait office de page blanche, questionnent les mythes et affirment leur absolue nécessité au cœur de l'existence humaine face à l'oubli et à la quête de sens, leur donnent une expression intime pour mieux exprimer leur universalité. Une claque cosmique, sublime, d'une naïveté et d'une candeur tellement salutaire, charnelle, folle, épique, unique, qui témoigne de nouveau du fait que George Miller est un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma. Idris Elba et Tilda Swinton sont impériaux. Produit par A24, le dernier Ti West est un bijou de slasher déviant, comme toujours chez son auteur définitivement fétichiste, citant tout un pan du cinéma américain contestataire des 70s, Tobe Hooper en tête. Jouant à merveille la carte de la mise en abîme, le réalisateur du merveilleux The House of the Devil opère indéniablement une remise en perspective de son statut de filmeur, s'amusant des codes du genre pour mieux les contourner, il parvient à accoucher d'un délire rétro, très joliment photographié, à l'humour noir étonnamment subversif et jubilatoire, entre fascination et répulsion, érotisme tantôt tendre, tantôt malsain, et fulgurance gore. Et de tout cela émane finalement quelque chose de touchant, de mélancolique. X devient dès lors un conte horrifique nuancé et déliquescent sur la vieillesse, confrontant ultimement Eros et Thanatos pour une dernière nuit de débauche. Incroyable film fantastique, cryptique, poétique, d'une beauté renversante, voguant quelque part entre folk et body horror, Men, dernière œuvre en date du génial Alex Garland, est aussi et surtout, à date, son petit chef-d'œuvre. Men
est un métrage absolument sublime sur la forme, salvateur sur le fond, qui, proposant une mythologie fascinante, prenant chair dans un final sidérant et traumatisant, dont j'ai encore du mal à me remettre, témoigne, par une horreur symbolique absolument nécessaire, des multiples sources du patriarcat qui n'a de cesse de s'auto-générer. Chez Garland, de Ex Machina à Annihilation, il est toujours révélé par l'inquiétante étrangeté. Ici, il est à corps aberrant, monstrueux, en constante mutation. Mais l'auteur est étrangement optimiste, et toujours les femmes l'affrontent, se reconstruisent, s'affranchissent de son emprise, le terrassent. Un film hallucinant, bouleversant d'une importance capitale, autant pour ce qu'il est en tant que drame horrifique, qui assume avec radicalité les genres convoqués et les concepts imaginaires qu'il met en image, que pour sa dimension sociale et politique, indéniablement féministe. Film noir magistral, psychanalytique, symbolique donc, flamboyant sur la forme, ténébreux sur le fond, Nightmare Alley est un véritable film de monstre qui explore son expression morale. À ce titre, il reprend la structure du plus grand de tous, Freaks de Todd Browning. Comme toujours chez son auteur, le fantastique est présent, mais cette fois-ci, ses rouages sont apparents. Del Toro en réalise la plus savante des autopsies, questionne notre propension nécessaire à la croyance, notre tendance naturelle à l'irrationalité, que nous jetons en pâture inconsciemment aux plus cyniques qui, tout aussi faibles dans le domaine, finissent par croire à leurs propres mensonges. Dans un mouvement dialectique autant narratif que philosophique, Del Toro signe un métrage incroyablement puissant, d'une noirceur abyssale, profondément mythologique, qui ne cesse de questionner notre moralité vacillante jusqu'au vertige. Une des œuvres majeures de 2022 qui parle indéniablement de notre époque, qui, comme celle voyant naître les racines de la Seconde Guerre mondiale, semble marquée par une perte massive des repères, faisant des êtres qui la parcourent les proies volontaires des autres et d'eux-mêmes. Nightmare Alley est à ce titre une pure fable zététique, d'utilité publique, mettant à nu les mécanismes nous poussant irrémédiablement à poursuivre des illusions. Après son Nightmare Alley, d'une noirceur abyssale, son Pinocchio est tout autant une claque monumentale, film somme convoquant tout l'imaginaire de son auteur, qui vient nourrir le récit de Carlo Collodi. C'est étonnant de voir avec quelle aisance il s'approprie le matériau de base pour le faire sien, ramène nombre d'images de sa propre filmographie pour les y injecter à un point tel que Pinocchio en deviendrait presque une version stop-motion de L'échine du diable. Bien évidemment, cela fourmille d'idées, de créatures sublimes dont certaines ne sont pas sans rappeler l'ange de la mort de Hellboy 2, et le procédé d'animation est incroyablement travaillé et maîtrisé dans la mesure où il révèle à la perfection ces si belles imperfections. Difficile de ne pas tomber immédiatement amoureux du film qui, au passage, pour ma part, atomise le premier film de Disney, alors même qu'il demeure appréciable. Déborde d'émotion et ne recule devant rien quand bien même il est destiné à un jeune public. C'est tellement rare de voir autant de dureté, de cruauté, côtoyer ainsi beauté et poésie dans une histoire qui s'adresse aux plus jeunes, sans jamais les prendre pour des cons. Cela semble évident et pourtant c'est tellement rare, et dès lors, salvateur. Ce Pinocchio rejoint pour moi, d'emblée, une sorte de panthéon du cinéma d'animation aux côtés de Henry Selick, Satoshi Kon, Katsuhiro Otomo, Mamoru Oshii et Hayao Miyazaki. Il est un très grand film dont la profondeur et la richesse thématique et réflexive, la mort, le deuil, le totalitarisme, la violence, la guerre, la désobéissance, n'ont d'égal que l'humilité, la sincérité et la candeur de la démarche. Merveilleusement incarné et bouleversant, définitivement magique. Merci du fond du cœur, Guillermo. Sublime film de monstre, flirtant allègrement avec le body horror, Ego est un petit chef-d'œuvre, absolument unique en son genre, bouleversant et profondément dérangeant, empruntant autant à David Lynch qu'à Andrzej Zulawski, mais qui parvient à trouver sa propre voix, ô combien belle et déstabilisante, témoignant avec beaucoup de nuances et de subtilité, grâce à une sensibilité à fleur de peau, des conséquences des maltraitances continuelles d'une mère toxique sur l'estime de soi,
du retour du refoulé et de l'abject tapis derrière les apparences, le film est un véritable cauchemar symbolique, gorgé de poésie, un conte cruel à la beauté fulgurante qui me fascine et m'obsède déjà au plus haut point. Nope est un colossal film de science-fiction nourri à Akira et à Evangelion, un western grandiose tourné dans un somptueux scope dans lequel, comme dans Mad Max Fury Road de George Miller, le désert est une page blanche qui ne demande qu'à être remplie par l'imaginaire. Un film de monstres incroyablement puissant qui déclare son amour indéfectible aux créatures majestueuses et terrifiantes qui peuplent les films et que l'on tente d'apprivoiser par le cadre, ce dernier qui n'a de cesse de les traquer pour mieux les saisir. Nope est d'une richesse inouïe. Sa mise en scène ébouriffante est, peut-être pour la première fois chez son auteur, le premier vecteur de sens et d'émotion, là où jusqu'alors chez Peele, les essais étaient plus écrits que véritablement mis en image. Et ne vous fourvoyez pas, j'adore Get Out et Us. Ici, il me semble franchir cependant un cap. Nope, c'est aussi et surtout une œuvre qui parle de cinéma, qui se retourne sur son histoire avec une passion indéfectible, mais non sans crainte quant à ses atermoiements contemporains, la questionne de ses origines à aujourd'hui pour mieux créer, raconter, évoquer. Jamais les multiples références ne viennent dévorer l'ensemble, Peele les transcende définitivement et ne s'adonne jamais à un exercice de style érudit, abstrait et stérile, mais convoque mille et une émotions par l'intermédiaire de son tissu référentiel, mais surtout de ses images qui nous plongent irrémédiablement dans l'histoire galvanisante et bouleversante que vivent ces très beaux personnages, remarquablement écrits et interprétés. Un petit chef-d'œuvre. Avatar la voix de l'eau est une œuvre monumentale. Un récit à la puissance émotionnelle ahurissante, dont la forme proprement révolutionnaire est avant tout au service de son univers d'une richesse absolue. J'ai vu ça et là quelques individus se piquer d'un commentaire assassin quant au soi-disant classicisme, simplisme de la narration. Mais il y a là une colossale méprise. Elle est archétypale, génialement et profondément mythologique, déborde de symbolique. Dès lors, le scénario se révèle très vite d'une complexité ébouriffante, creuse de manière inédite la diégèse au point de créer une immersion totale. Et puis comme toujours chez Cameron, il y a cette pureté, cette candeur dans l'expression des sentiments, cette innocence qui l'amène à ne jamais prendre un recul ironique ou même cynique sur ce qu'il raconte, contrairement aux frasques de Marvel qui passent leur temps à sacrifier la dramaturgie sur l'autel de la vanne méta. Paradoxalement aux fulgurances lumineuses, la mort rôde continuellement et frappe avec violence et dureté, l'emphase tragique et épique est totale, généreuse, sans filtre. Cette dichotomie entre séquences d'action, de guerre incroyablement lisibles et surtout brutales, et un sens de contemplation qui embrasse pleinement le merveilleux sans sourciller, souffle continuellement le chaud et le froid pour brasser mille et une émotions. Avatar la voix de l'eau est, comme son prédécesseur, une œuvre majeure, autant artistiquement qu'industriellement, la performance capture, bordel, et le travail, les textures, tout est parfaitement concret. En même temps qu'une synthèse du travail de son auteur qui vient, comme souvent chez Cameron, prolonger tout ce qu'il a pu faire par le passé. Des tropes narratifs, visuels, conceptuels, d'Aliens, d'Abyss, de Titanic, d'Avatar premier du nom bien sûr, sont poussés encore plus loin, radicalisés. Et, de façon très personnelle, j'ai eu les larmes aux yeux du début à la fin, terrassées par tout simplement du grand, du vrai cinéma, qui croit de façon indéfectible à son univers et à ses personnages, à une foi infinie dans le pouvoir absolu et nécessaire de l'imaginaire pour toucher l'universel.